bonjour à tous, à toutes. Et donc merci de m'inviter en fait pour expliquer un peu ce que j'essaye de faire dans mes mandats politiques, puisque j'en ai deux, je suis aussi conseiller régional. Et la difficulté qu'on peut avoir et en même temps la nécessité d'avancer. Alors, puisque vous parlez d'ethnocide aujourd'hui, je crois que c'est le thème. Est-ce que, vous avez certainement dû définir le mot déjà, et puis peut-être vous êtes-vous penché sur l'histoire de France en voyant que la volonté en 1789 de faire un homme nouveau a très vite versé dans, je dirais, la politique ethnique la plus classique que l'on peut retrouver dans un certain nombre de pays, parce que ça n'a pas été un phénomène uniquement français. Par exemple, le phénomène grand russe juste avant la révolution de 17, c'était aussi imposer le russe aux Ukrainiens, aux Biélorusses et bien sûr aux Géorgiens et à tous les autres. On pourrait prendre d'autres exemples, bien sûr dans le Royaume-Uni. Il y a quand même une particularité en France, c'est la longueur. C'est-à-dire que c'est une politique, la longueur et la force, parce que ça a commencé, on peut dire, avec la Révolution française, et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est terminé ? Et donc, alors, c'est pour ça que, si vous voulez, vous m'invitez pour parler de la loi. Effectivement, on peut remettre la loi dans ce contexte-là. Est-ce que la politique ethnique visant à l'éradication des langues autres que la langue nationale, le français standard, je le rappelle quand même, le français d'une minorité politico-administrative qui a été imposée par tout le monde et qui a servi de sélection, en fait, pour sélectionner en fait les élites françaises, en particulier l'orthographe. Alors il est évident que quand on est d'un milieu où on possède cette langue-là et qu'on possède cette culture et qu'on arrive à l'école, on vous parle de ce que vous êtes, c'est déjà beaucoup plus facile de rentrer dans l'école. Quand on est un paysan breton comme je l'ai été, et que vous arrivez à l'école et qu'on ne vous parle jamais de ce que vous êtes, mais qu'on vous parle d'autre chose, finalement, au bout d'un moment, alors d'abord, vous commencez par ne pas comprendre. Ensuite, vous vous posez des questions. Et puis, je dirais, il y a deux solutions. Soit vous dites, je vois ce qu'on veut faire de moi et donc je me plie à cela. Soit au contraire, vous contestez vos enseignants qui vous donnent la bonne parole. J'appartiens à la deuxième catégorie. Ça explique pourquoi j'ai eu quelques problèmes dans ma scolarité et que finalement j'ai commencé à devenir véritablement bon à l'école quand je suis arrivé en fac. Pour différentes raisons. Mais le primaire en particulier était un peu compliqué. Et le collège, je me souviens que j'étais au collège en 5e et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on est breton, on est tous en Bretagne et pourtant on ne m'en parle jamais. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Et donc j'ai demandé à mes parents de m'offrir un livre d'histoire de Bretagne, et donc à la maison de la presse à Pleurbel, il y en avait un, c'était le livre d'histoire d'A.B.H. Poisson, si ça vous dit quelque chose, édité par Kendar. Et donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont dû le lire. Et quand je l'ai fini, je l'ai fermé, je me suis dit, je comprends pourquoi, finalement ils ont mauvaise conscience. Donc, et cette mauvaise conscience, elle pourrait être dans toutes les régions, puisque quand j'étais, je vois Pierre là, et quand je suis arrivé à Sélestat, il y a une belle plaque qui dit que en 1634, l'armée française est arrivée et a libéré l'Alsace. C'est une libération qui remplaçait en fait un occupant suédois par un occupant français. Donc c'était pas franchement mieux. C'était... Et je ne vous compte pas les armées du XVIIe siècle parce qu'on y sera encore. Et c'est une armée qui vit sur le pays. C'est quelque chose. Pas très sympa pour les habitants. Donc, sommes-nous finalement à la fin d'un monde ? Sommes-nous à un moment donné où les dogmes qui ont fait cet État jacobin centralisé sont-ils en train d'éclater ? Alors, vous avez pu voir que les troubles en Guadeloupe ou en Martinique, je ne sais plus, amènent le gouvernement à parler d'un mot complètement défendu depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est l'autonomie. Bon, vous savez tous ici que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance,
et que ça consiste tout simplement à gérer au mieux l'argent public pour pouvoir développer son territoire en tenant compte des spécificités que nous avons et de nos réalités. Je vais prendre un exemple qui sera un exemple qui n'est pas la culture. C'est, vous avez une même loi pour l'urbanisme, qu'on soit dans quasiment le littoral, il y a une loi littorale, c'est un peu différent, mais quand même, qu'on soit dans une région touristique, que l'on soit dans une région d'habitat groupé, que l'on soit dans une région d'habitat dispersé, que dans une région où il y a une forte pression immobilière, vous avez la même loi pour tout le monde. C'est un non-sens. C'est une totale absurdité. Pourtant, c'est ce qu'on a en France. Et après, on trouve que l'administration marche mal et qu'elle a du mal à s'adapter au territoire. C'est pas franchement étonnant. L'administration n'a pas été faite à un moment donné pour s'adapter au territoire, elle a été faite pour que ce soit le territoire qui s'adapte à l'administration. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve des discussions parfois que j'ai avec des administratifs. Je leur dis, oui, vous avez vu là, le règlement que vous avez fait, là, c'est inapplicable. Ah je comprends pas, c'est conforme au droit. Ah oui, bon, voilà, si c'est conforme au droit, le droit c'est à la réalité de s'adapter au droit ou c'est au droit de s'adapter à la réalité? C'est une bonne question qui nous amène peut-être un peu plus loin, mais quelque part, on est là, et dans le colloque, on est là finalement dans qu'est-ce que la démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est au service du peuple ou est-ce c'est d'être au service d'une structure, d'un État et d'une caste? Chacun aura son idée, bien sûr, sur la chose, mais quand on voit que, par exemple, pour les langues, c'est une caste qui a imposé un français standard et qu'il a tellement bien imposé que toutes les autres formes de langue d'oïl sont quasiment moribondes, la France est un pays bien singulier de ce côté-là. Ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas en Italie, ou en Sicile, etc. Ils ont quand même des parlers qui sont certes très proches de l'italien standard, mais qui ne sont pas l'italien standard. Donc il y a quand même quelque chose, on peut dire que cette volonté de faire un homme nouveau, y compris au niveau culturel, ma foi, elle a quand même relativement bien marché en France. Alors il y a différentes raisons à ça. Alors, on pourrait dire, et certains l'avaient dit d'ailleurs, que dans ce contexte-là, avec un État qui est quand même très fort en France, alors le thème, par exemple, du Gaulois réfractaire, si les Français étaient réfractaires, je crois qu'on le saurait depuis longtemps. Honnêtement, moi je les ai trouvés pendant la crise Covid d'une correction tout à fait totale, se pliant à tout ce qu'on leur disait, y compris quand c'était totalement absurde. Comme par exemple de se signer une dérogation pour pouvoir sortir de sa maison. Là, alors ça c'est le monde administratif tel qu'on le vit, ça n'a aucun sens. Ils disaient, moi je m'en signe une pour 9 heures, pour 10 heures, pour 11 heures, et puis j'ai juste à les mettre dans les poches et à pas me tromper si jamais les gendarmes viennent me le demander. Enfin, ce genre de choses n'a totalement aucun sens. Sinon peut-être de responsabiliser les gens, mais est-ce qu'ils ont besoin de signer quelque chose pour être responsabilisés? Bref. C'est un peu prendre les citoyens pour des enfants. Mais c'est ce côté infantilisant que peut avoir l'État. Alors, présenter une loi sur les langues régionales, certains m'avaient dit que je perdais mon temps. À quoi bon? Et puis, de toute façon, en France, au pays de la langue unique, ça n'arrivera jamais. Donc, j'étais donc voué à prêcher dans le désert et à faire que les propositions de loi. Merci à Sarkozy d'avoir changé la Constitution, parce que maintenant, les députés ont un tout petit peu d'initiative pour présenter eux-mêmes des lois dans des niches parlementaires. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, j'étais persuadé, depuis toujours, que la question des langues régionales, je dirais, commence à être quelque chose de moins passionné. Donc j'étais persuadé que dans une niche parlementaire, d'un groupe parlementaire plutôt minoritaire, parce que si c'est un groupe dans la majorité, en général, le gouvernement fait pression pour que surtout ne le présentez pas, étant donné que dans chaque parti, dans chaque majorité, dans chaque groupe
que ce soit des minorités ou des majorités, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Donc ça fout le bordel, et quand ça fout le bordel, on vous dit, bon, écoute Paul, ce serait bien que quand même, tu comprends, il y a des gens qui sont très contre, etc. Ce serait bien que tu ne le présentes pas. Donc première chose, c'est d'être un peu têtu. Bon, c'est un trait de caractère breton, paraît-il, donc je ne pouvais qu'être têtu. La deuxième chose, c'est que avoir un petit groupe. Alors nous, on a une journée par an pour faire des propositions de loi. Alors on n'est que 18 députés, enfin les autres, ils ont aussi des idées de faire passer des lois. Donc, à un moment donné, il faut convaincre. Bon, c'est plus facile que si on était 300, évidemment. Et donc, c'est une proposition de loi. Donc, on a une journée, ça veut dire que je ne peux pas faire une loi où on discute pendant 3 jours. La loi, ça doit être bâclé en 3 heures. C'est-à-dire une session, en fait, au Parlement, c'est-à-dire on fait 9 heures... je me souviens même plus des horaires, c'est pour vous dire. 9h midi, je me semble 1h, on reprend à 15h, 15h, 20h, ouais, ça doit être à peu près ça, et 21h30, 1h du matin. Alors maintenant c'est minuit, ça a été ils ont un peu changé les horaires, mais enfin, en gros c'est ça. Et si vous prenez 3 heures, ça veut dire que vous prenez un tiers de la journée, donc pour vous tout seul, c'est déjà bien. Donc sur ces entrefaits, j'ai toujours persuadé que si on pouvait l'avoir, par exemple, un jeudi soir, quand un certain nombre de députés, ceux qui sont franchement, qui n'ont pas grand-chose à foutre des langues régionales, sont déjà repartis, on essaye de motiver ceux qui sont pour, et on se retrouve avec une majorité. Ça, on avait failli réussir en 2015. C'est passé, le gouvernement avait été obligé de faire voter des gens qui étaient en mission pour pouvoir rejeter la loi. Donc, un artifice de procédure, on va dire. Mais, donc je savais que c'était faisable. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que finalement, il y aurait eu une large majorité à l'Assemblée pour tout simplement l'accepter. Ça, je ne l'avais pas prévu. Alors ça, c'est j'allais dire, le burzud, comment on pourrait traduire ça en français, le miracle ou les choses un peu curieuses parfois qui se passent. Alors, la loi est donc proposée en avril 2019 dans la niche parlementaire du groupe Liberté et Territoire. J'ai toute la soirée pour le faire. Et comme ce que j'avais prévu, c'est-à-dire qu'en partie, la majorité n'a pas réussi à motiver suffisamment de députés pour pouvoir voter contre, on a réussi à être majoritaire à un moment donné, et finalement, alors que la majorité se disait que ce serait bien de voter cette loi simplement avec l'article 1, qui dit en gros, les langues régionales font partie du patrimoine de la France, eh bien on avait réussi à en mettre une mention sur la loi Toubon, par exemple, de façon à ce que l'usage de la langue régionale ne soit pas limité par la loi Toubon. Une mention sur la signalétique, des demandes de rapport, différentes petites choses. Mais notre ami, pas Macron, mais notre ami Blanquer qui était là, a quand même veillé au grain pour tout ce qui concernait l'enseignement avait été mis de côté. La première lecture étant faite, la loi est votée, et ensuite, je pense que pour certains qui étaient très contre chez LREM, l'idée c'était que, après, pour qu'une loi soit votée, il faut quand même qu'elle passe au Sénat. Donc il faut trouver un groupe du Sénat qui veuille bien la reprendre. Et c'est ça le problème. Et c'est pas toujours évident. Et là, il se trouve que la création du groupe écolo fait que Ronan Dantec reprend la loi. C'est madame qui est de Gironde, dont son nom ne revient plus, mais qui devient rapporteur parce qu'elle est dans les affaires culturelles et éducation. Et la loi passe le 10 décembre. Et là, alors là, c'est quand même quelque chose qui est à noter. Les sénateurs prennent tout ce qui vient de l'Assemblée, votent conforme, la mettent de côté, donc on n'en discutera plus dans une prochaine discussion à l'Assemblée. C'est important parce que ça me fait gagner du temps. Si on remet des virgules et des machins, je suis obligé de le remettre après quand ça passe à l'Assemblée, et ça veut dire qu'on prend 2 fois plus de temps. Donc ils sont super sympas. C'est la première fois que je vois ça, honnêtement. Et ils rajoutent 4 articles sur l'enseignement. Je leur en avais conseillé 2.
qui était celui sur l'offre généralisée d'enseignement de la langue régionale, sur le modèle corse, et puis un autre sur le forfait scolaire, puisque le forfait scolaire, et entre autres pour que Diwan puisse avoir quelque argent, ça avait été compliqué. Blanquer nous avait roulé dans la farine, puisqu'il s'était engagé à régler le problème, vu que Édouard Philippe était venu et que Loïc Chenet-Girard avait dit « je veux que ce soit réglé, on signe ça dans le pacte, sinon je ne signe pas le pacte ». Ils ont dit oui, et Blanquer, au dernier moment, en fait, alors qu'on avait réussi à passer un amendement au Sénat qui était porté par la sénatrice Blondin du Finistère, PS, qui réglait le problème, notre ami Blanquer a tout fait réécrire, et il a fait mettre 2 petits mots qui changent totalement, du coup, l'article, contribution volontaire. Donc, si le forfait scolaire d'une commune dont les enfants vont à côté pour aller dans une école Diwan ou dans une classe bilingue, c'est contribution volontaire, bah, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, Blanquer, en fait, et il avait fait ça lorsque, non pas lors de la discussion au Sénat, puisqu'il avait dit que ça réglerait au Sénat, donc avec Marc Le Fur, avec Carlo Gott, on avait fait un peu le buzz à l'Assemblée pour qu'il s'engage bien au banc. En fait, le buzz, c'est-à-dire qu'on fout tellement le bordel qu'on n'avance plus dans la loi. En mettant amendement sur amendement, éventuellement en faisant des suspensions de séance, des rappels au règlement, c'est le genre de truc. Quand vous voulez bloquer une loi, c'est ce que vous faites. Et donc, on avait, pour qu'ils viennent au banc et qu'ils disent « bon, ben voilà, je m'engage à régler le problème au Sénat ». Donc au Sénat, c'est bien voté, et après, vous avez une commission mixte paritaire, où vous avez des députés et des sénateurs, et comme par hasard, la rapporteure et l'REM de l'Assemblée arrivent en disant « voilà, j'ai une rédaction, elle est bien mieux que celle qui a été votée au Sénat, mais vous verrez, ça reviendra au même ». Et il y a Max Brisson qui était là, qui est basque, qui dit « bon, bah, si ça revient au même, bon, bah, d'accord, on vous fait confiance ». Et Max n'a pas apprécié, évidemment, d'être un peu roulé dans la farine. Ça va me servir après. Parce qu'évidemment, quand ça passe au Sénat, il faut que je trouve un groupe, et je prends, si vous voulez, les gens qui sont conscientisés dans chaque groupe, Max Brisson étant LR, étant basque, étant pour l'immersion, et bien évidemment, ça m'arrange, et c'est lui qui va convaincre, en fait, les sénateurs LR de voter pour la loi. Ce qu'ils ont fait. Et dans chaque groupe, si vous voulez, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Alors il y avait Sylvie Robert, par exemple, dans le groupe PS, il y en avait un certain nombre. Donc ça, c'est mon boulot après, si vous voulez, d'aller les convaincre, de les voir, etc. Et puis, ma foi, ces 4 articles-là ont été... alors je vous dis, sur le forfait scolaire, j'étais sur celui-là. Il y avait celui sur l'immersion que je n'avais pas prévu, parce que je savais que c'était le genre de truc que si on envoyait au Conseil constitutionnel, on aurait des problèmes. C'était le chiffon rouge, et puis un autre qui concernait Mayotte pour réintroduire les langues régionales dans le statut de Mayotte, parce qu'il avait oublié. Donc le Kibushi et les Shimaoré. Bon. Et donc la stratégie ensuite, ça a été de motiver les associations qui là étaient motivées à fond, parce qu'ils se sont dit, hop là, c'est passé à l'Assemblée, c'est passé au Sénat, là on a une véritable chance que ça passe. Donc avant, ils y croyaient sans doute un peu moyennement, en se disant, oh là là, en France, vous savez, ces choses-là, c'est tellement compliqué. Et là, il y a eu un travail énorme fait localement par les associations qui sont allées voir leurs députés pour les motiver. Et je dois avouer que ça a super bien marché. Avec un mot d'ordre. On vote conforme ce qui vient du Sénat. On s'arrête et ensuite la loi est promulguée. J'avais évidemment laissé de côté des choses un peu chiffon rouge, du genre l'obligation d'apprendre une langue régionale. Ça fait chiffon rouge. Hein. Ou la co-officialité. Ça aussi, ça fait chiffon rouge. Bon, ça, en plus, il faudrait changer la Constitution. Mais bon, bref. Vous savez, c'est mon côté paysan, hein, je suis très pragmatique. Je vois à peu près le rapport de force. Et donc, je me dis, on peut aller jusque-là. Et il ne faut pas effaroucher ceux qui voudraient nous soutenir. Donc, on leur dit aux députés, bah, écoutez, vous pouvez être pas au moins 10 ans que le Sénat, quand même.
C'est pas possible. Donc, on vote conforme ce qui vient de l'Assemblée, et comme ça, après, la loi, on aura une loi sur les langues régionales, et quand vous retournerez dans vos pénates, eh bien, vous pourrez dire, ah ben, ouais, j'y étais. Et on peut dire qu'ils ont joué le jeu. Donc, ces 4 articles supplémentaires du Sénat sont votés conformes, donc c'était début avril, le 8 avril, par l'ensemble des groupes, sauf un seul, qui vote contre majoritairement, la France Insoumise. Et puis, alors même le groupe LREM, donc vu qu'on avait remis le forfait scolaire, qu'on avait mis l'obligation, etc., la chef de file dit comme ça, oui, on aura bien voté pour, mais bon, vu qu'il y a des choses qui nous plaisent pas, on va voter contre. Les 2 tiers du groupe votent pour, donc pas de problème. En fait, ils ont bravé la consigne de groupe et la consigne du ministre. Je peux dire que là, ils deviennent de véritables députés. Ah bah, écoutez, soit on pense que le Parlement est une chambre d'enregistrement, et dans ce cas-là, eh bien, on applique bêtement les ordres qui viennent de l'Élysée ou de Matignon, soit on s'ajuste par rapport aux gens que l'on connaît, parce que on est un élu de terrain qui sait à peu près ce que veulent les gens, et donc dans ces cas-là, on représente, enfin moi je dis toujours, hein, le député c'est l'avocat du peuple. C'est pas un représentant de l'administration ou du gouvernement. Faut pas confondre. C'est mon côté très 18e siècle des Lumières. Hein, pas de confusion des pouvoirs. Et sur ces entrefaits, alors dans la loi, on a, je vous ai expliqué à peu près, on n'a pas énormément d'articles, mais on a quelques-uns quand même qui sont intéressants, dont cette fameuse proposition généralisée d'enseignement de la langue. Ça pourrait véritablement être... Alors il faut que ce soit mis en place après. Bon, on en reparlera après, mais ça c'est quelque chose d'intéressant. Bon, l'immersion, bien sûr, parce que quand pour du basque ou pour du breton, si on ne fait pas d'immersion, ça va être un peu compliqué, hein, parce qu'il faut l'installer, la langue en maternelle. Parce que si vous ne l'installez pas, l'enfant, il ne parle pas. S'il ne parle pas, il sera locuteur passif. Et il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire, à un moment donné, un nombre d'heures conséquent en maternelle. Ça, c'est de la pédagogie, hein, mais... Et puis, c'est cette histoire du forfait scolaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc c'est voté. À la fin, je dis à mes petits camarades qu'on va aller sur le perron de l'Assemblée, là, pour faire une photo tous ensemble, puisque quand même 276 pour, 79 contre, ça je m'y attendais pas parce qu'il n'y a pas photo là. Hein. Il n'y a vraiment pas photo. C'est rare d'avoir une loi qui passe avec autant de votes positifs. Donc, alors, est-ce que la politique d'ethnocide menée en place par la France pendant un bon siècle est-elle déjà partie des esprits? De l'administration, c'est pas sûr. De la technostructure, je n'en suis pas certain. Par contre, du peuple, oui. Et des députés qui représentent le peuple quand ils représentent le peuple, il semblerait que oui également. Alors j'en veux pour preuve. Vous avez 2 autres exemples. Hein. Alors la loi est un exemple de cette idée là où on ne comprend plus en fait cette notion qui veille qu'on tue les langues. Ça, le peuple ne comprend plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne voit pas l'intérêt. On a beau lui expliquer que c'est pour être plus français, mais de toute façon, tout le monde parle français. Enfin bon, tout le monde parle français, tout le monde est français. Donc, vous voulez rendre les Français plus français, enfin, vous voulez laver plus blanc que blanc. Ah, c'est transparent, quoi, il n'y a plus rien. Enfin, il y a quelque chose là qui si vous voulez, quand on regarde l'opinion et quand on regarde la population, à part les territoires d'outre-mer, en France métropolitaine, tous les enfants, la première langue de toute façon qu'ils touchent, la première langue qu'ils parlent, c'est le français. Donc, c'est cette politique qui consiste à faire que si vous voulez, les enfants seraient handicapés, mais ils parlent déjà français. Alors après, on peut chipoter sur l'orthographe, machin, bidule, enfin bon, on n'a pas fini. Hein. Moi, je serais pour une réforme de l'orthographe, le rendre aussi simple qu'en breton, ce serait beaucoup plus simple. Moi, je fais pas de fautes en breton. Hein. Par contre, en français, ça peut m'arriver. Bon, alors après, ça dépend de ce qu'on veut. Si la langue est un objet de sélection ou pas. Bref. Donc, la loi passe, on fait une photo. Alors, on fait une photo sur le perron avec tout le monde.
Et là, ils me posent une colle, ils me disent « Ah bah tiens Paul, parce qu'on fait tous ensemble, puis après les Occitans, les Bretons, etc. » Puis les Bretons me disent « Ouais, il faut qu'on chante quelque chose en breton. » Ah. Bon, évidemment, j'avais bien des trucs pour les gamins. Hein. Ouais, ou mais bon, je me suis dit que ça allait pas le faire. Et puis je me suis dit, le solaire qu'ils doivent connaître, bon bah c'est le Brogos, bon bah on va chanter le Brogos. Et c'est comme ça que le Brogos a été chanté à l'Assemblée nationale sur le perron. Pauvre Blanquer, il a dû en faire une maladie certainement. Donc voilà. Sur ces entrefaits, je pensais qu'il n'y aurait aucun député à faire un recours au Conseil constitutionnel et que ça m'arrangeait bien, puisque 12 insoumis, ça ne fait pas 60 députés pour faire un recours au Conseil constitutionnel. Sauf que notre ami Blanquer avait encore quelques tours dans son sac. Donc, au dernier moment, je pense qu'il a dû avoir l'autorisation au dernier moment, je pense. Ils ont fait un truc mal foutu d'une page et demie avec une syntaxe mal foutue. Alors, avec des signatures qui n'étaient pas manuscrites mais électroniques. Et là, alors comment on le sait d'abord? Parce que, vous savez, l'informatique, ça peut être traître. Il y a les datas. Les datas, on sait qui a écrit et on sait à quelle heure. Et à quelle on a la date. Et là, c'était Constance Jacquin. Vous ne la connaissez pas, mais nous, on la connaît très bien. C'est la conseillère parlementaire de notre ami Blanquer. Donc, manque de bol, pris dans les doigts dans le pot de confiture. Ensuite, le Conseil constitutionnel est revenu sur sa jurisprudence. Il a accepté quelque chose où les signatures n'étaient pas manuscrites. D'ailleurs, il a changé sa procédure là dernièrement parce qu'il s'est fait un peu engueuler quand même. C'est-à-dire que là, même les juristes, même ceux qui sont contre les langues régionales, ils ont dit quand même le Conseil constitutionnel, il va trop loin. C'est-à-dire que ce n'est plus... Là, il a outrepassé son rôle en ayant un jugement totalement politique sur quelque chose. Et Blanquer faisait un recours parce que sur une chose, c'était le forfait scolaire, parce que ce forfait scolaire, effectivement, il a dû passer avec 10 voix de majorité. Donc c'était ultra juste. Et évidemment, le Conseil constitutionnel, ce qu'il ne fait pas souvent, mais ce qu'il peut faire, c'est se saisir de d'autres articles de la loi. Alors il a dit que le forfait scolaire c'était constitutionnel, mais ça on le savait déjà, parce qu'il avait déjà eu un certain nombre de décisions qui le disaient, et il s'est emparé de l'immersion et des signes diacritiques. Avec... Alors quelque chose qui est encore très amusant, parce qu'au début, il dit, les journalistes téléphonent, Feltin Palace par exemple, il dit alors oui, mais l'immersion c'est pour le public et pour les écoles sous contrat. Alors il dit oui, c'est pour les écoles sous contrat. Puis ils se sont aperçus que là, ça allait poser problème évidemment, parce qu'il y a un peu des écoles d'Iwan, il y a un peu des calendrettes, il y a un peu chez HK, il y a un peu des calendrettes, et que là, eux, ils ne font qu'avec de l'immersion. Donc, si on fait ça, on leur enlève leur contrat d'association. Ah, ça pose problème quand même, parce que c'est plus du conservatisme, c'est de la réaction. On revient en arrière. Donc, le Conseil constitutionnel, faut pas 15 jours après, sort une décision interprétative, où il dit que finalement, ça s'applique qu'à l'enseignement public, pas à l'enseignement sous contrat. Et 2 jours après, il redit le contraire. En fait, il paraît que Juppé est passé par là, qu'il a piqué une colère en disant que c'était pas normal, etc., et que c'était pas leur décision. Bref. Donc, en faisant ça, c'est quelques centaines de milliers de personnes dans les rues, puisque les associations qui avaient été voir leurs députés, elles étaient particulièrement mécontentes. Et donc, autre miracle, après le vote de la loi, le gouvernement fait une circulaire qui autorise l'immersion. C'est-à-dire que la définition qu'il y a dans la circulaire autorise l'immersion. Alors je dois avouer que dans ma petite carrière de député, j'ai jamais vu un foutoir pareil. Franchement, c'est un cas d'école au niveau juridique. Je ne sais pas si dans cette docte-fac, on étudiera la loi Molac comme un ovni, un ovni du droit, mais on pourrait, parce que franchement, là... Alors, une fois qu'on en est là,
c'est certain qu'on a marqué quand même quelques pions. Ça c'est clair. On a marqué les esprits. Le peuple, je vous dis, ne comprend plus cette politique anti-langue régionale. Il est même capable de voter pour des gens qui vont représenter la France à l'Eurovision avec une chanson en breton. Alors ça a bien ému quelques commentateurs parisiens qui se sont offusqués. Se seraient-ils offusqués d'ailleurs si ça avait été en anglais? Je n'en suis pas certain. Mais toujours est-il que visiblement ça n'a posé aucun problème ni au peuple ni au jury qui les a envoyés. Alors je ne sais plus, ce sera Milan, je crois. Hein. Turin, bon. C'est à côté. Surtout vu d'ici. Et la deuxième chose, c'est que, bon, moi je suis député de la circonscription de Pleuhermel. Oh, c'est pas une circonscription, il y a beaucoup de brittophones. Hein. Il y a quelques Galaisans. Et donc, l'histoire du N tilde, le petit fanche. Bon. Honnêtement, qu'on mette un tilde sur un N ou qu'on n'en mette pas, c'est pas la mort du petit cheval, on est bien d'accord. Donc, comment l'homme du peuple pourrait réagir? En se disant que finalement, est-ce qu'on va embêter l'administration avec ça? Ou est-ce que c'est l'administration? Eh bien, il a tranché. Les gens m'ont dit, l'administration n'a pas autre chose à faire que de nous emmerder. Voilà. C'est leur réaction. En gros, foutez-leur la paix. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils aient dit ça il y a 20 ou 30 ans. Hein. Pas certain. Donc ça veut dire que là, on est passé de l'autre côté. Parce que le problème pour une politique nethnocide, il faut quelque part que le peuple soit tellement soumis qu'il pense que c'est une nécessité pour lui. Parce que dans l'ethnocide à la française, bon, on s'attaque finalement aux enfants par l'intermédiaire de l'école, mais surtout, derrière, c'est l'ascension sociale. Si on ne veut pas rester un de ces crapauds humiliés de l'ère industrielle, comme disait Xavier Graal en parlant des habitants des Monts d'Arrée. Donc l'idée, c'était que pas de français, pas d'ascension sociale. Or maintenant, l'ascension sociale, elle se fait, tout le monde parle français, donc, à la limite, le breton est absolument plus un boulet. Au contraire, on s'aperçoit de ce qu'on pourrait perdre. Et à partir de ce moment-là, tout de suite, les gens se disent « Ah oui, mais moi je ne le parle plus, c'est embêtant, etc. » Donc tant qu'on le parle encore, on n'a pas cette notion de perte. Et c'est pour ça que ceux qui étaient bilingues et qui ont décidé de parler français uniquement à leurs enfants n'ont pas eu cette notion de perte. Mais c'est venu tout de suite après. Par contre, ce qu'ils ont pu avoir, c'est la notion de honte et de mépris. Parce qu'à l'école, quand la loi a été votée, un certain nombre m'ont écrit en me disant que la loi redonnait une dignité à leurs grands-parents, qui avaient très très mal vécu la politique scolaire qui consistait à punir les enfants dès qu'ils lâchaient un mot de breton dans la cour. Donc, et là, si vous voulez, je pense que dans l'opinion, on est passé à autre chose. Alors, quelles sont les perspectives ? Parce que c'est important. Je crois que dans une des perspectives, c'est de modifier l'article 75.1 de la Constitution pour y mettre l'immersion, pour y mettre le fait qu'on puisse utiliser la langue régionale dans l'administration, etc. L'idéal, ce serait de toucher l'article 2. Mais je suis pas encore sûr qu'on ait une majorité pour ça. Par contre, le 75.1, une majorité des 3/5, moi je pense que c'est atteignable. Faut des conditions favorables. Mais je pense que c'est atteignable. Et en modifiant, alors pourquoi modifier la Constitution? Parce qu'à chaque fois que le Conseil constitutionnel a une décision qui est totalement décalée par rapport à la population, par exemple quand il dit que non, on peut pas voter une loi sur la parité parce que c'est donner des droits à une catégorie de personnes, en l'occurrence des femmes. Bon, je sais pas si la parité donne des droits, plus aux droits aux femmes qu'aux hommes. Enfin bon, bref, ça a toujours été, ça a été leur interprétation. Ils ont dit la loi sur la parité est contraire à la Constitution. Comment on fait dans ces cas-là? Alors on met la parité n'est pas contraire à la Constitution et le met dans la Constitution. Et après, le Conseil constitutionnel, s'il dit oui, mais c'est contraire à la Constitution. Ah non, 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 c'est marqué dedans. Ça peut pas être contraire. Donc, c'est ce qu'on fait. Quand il y a un traité international où on nous dit « Ah ben non, c'est contraire à la Constitution », on met « Le traité international, machin, n'est pas contraire à la Constitution ». Paf, terminé. Donc, tout simplement, il faut que le constituant, députés et sénateurs, reprennent la main à un moment donné pour dire
Les langues régionales font partie du patrimoine de la France. Leur enseignement est décidé par la loi. La méthode par immersion est constitutionnelle. On peut utiliser ou alors on n'a même pas besoin de le mettre comme ça. Il suffit de mettre l'enseignement détermine. Son enseignement est déterminé par la loi, y compris avec la méthode immersive. Et là, c'est dedans, donc il n'y a plus de problème. Et on peut utiliser les langues régionales dans l'administration, point. Voilà. C'est pas révolutionnaire, hein, ça se fait dans beaucoup de pays. Pas encore en France. Mais ça viendra. Alors ça, c'est pour l'aspect, j'allais dire, du droit. Mais, et c'est là où il faut rester vigilant, et puisque un certain nombre d'entre vous sont dans les associations, voire dans les partis politiques, il faut rester vigilant parce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est marqué dans la loi que ça va devenir vérité. Tous ceux qui ont fait un peu de droit savent que bon, une loi ne fait pas, enfin comme l'hirondelle ne fait pas le printemps, une loi ne fait pas un changement de mentalité. Si elle n'accompagne pas ce changement de mentalité et si les gens ne disent pas, bah nous, écoutez, c'est marqué dans la loi, on le veut, bon, ça peut très bien rester lettre morte. Hein. Ce ne serait pas la première fois. Combien de lois ne sont pas appliquées? Je vais vous donner un autre exemple parce que celui-là, je l'aime bien. Je crois que la loi interdisant aux femmes de porter le pantalon n'a été abrogée qu'en 1980, me semble-t-il, ou peut-être bien l'année 2000. Bon, c'est pour vous dire. Oui, c'est une bizarrerie du droit français. Et elle a été votée en 1926, me semble-t-il. Et évidemment, elle n'a jamais été appliquée. Encore heureux. Mais bon. Donc, si vous voulez, il va falloir être vigilant parce que aujourd'hui, par exemple, si on veut, on peut exiger que la proposition d'enseignement de la langue régionale se fasse partout en Bretagne. Avec quels enseignants? Vu qu'on n'en a pas. Donc, vous voyez bien que les préalables, quelquefois, ne sont pas en place. Donc, il faut commencer par former des enseignants. Et là, vous avez... Vous avez des universités dont on ne peut pas dire qu'elles se bousculent au portillon pour pouvoir proposer du breton. Par exemple, dans cette université, il n'y en a pas. À l'UBS, il n'y en a pas. Bon. Et on l'a proposé, nous, dans le cadre de la convention qui a été signée. Eh bien, ma foi, on a eu des réponses de Rennes 2. Ça bouge un petit peu sur Brest, mais c'est à peu près tout. Donc, quelque part, il faudra convaincre nos élites de changer un petit peu aussi leur façon de voir vis-à-vis de la langue bretonne. Parce que, donc, je dirais, nous n'en sommes qu'au début du chemin. Mais là, on a quelques armes pour pouvoir aller plus loin. Je vous remercie.